je vais être, moi, dans une approche très pragmatique des choses, parce que j'ai eu la volonté simplement de reposer mon propos sur 10 ans de rendez-vous de carrière, inspection, conseil d'enseignement. Donc j'ai un panel, je dispose désormais d'un panel qui est quand même très important. Et je vous propose donc d'aborder la question de la conception de l'enseignement, la question de son opérationnalisation, la question de l'évaluation, et puis je mettrai à la fin de mon propos en perspective au moins une ressource, une image forte et puis quelques perspectives. Alors moi, volontairement, je suis parti d'un postulat que je défends assez régulièrement, c'est-à-dire celui de l'équité de traitement, qui est la somme en fait d'une égalité de traitement plus une diversité de traitement. Et c'est quelque chose qui pour moi parle assez bien à la profession quand il s'agit de concevoir l'enseignement, quand il s'agit de l'opérationnaliser et ensuite de l'évaluer, en tout cas d'acter ce qu'il a permis d'atteindre. Donc c'est pour ça qu'en sous-titre, je m'étais permis de dénoncer d'une EPS égalitaire, donc qui vise l'égalité, parce que derrière l'égalité, moi je mets aussi évidemment l'ensemble des textes qui s'imposent à nous, hein, c'est-à-dire le cadre général, hein, celui du code de l'éducation, les éléments programmatiques. On dit souvent que d'abord le fonctionnaire c'est un applicateur de texte, oui, c'en est un, d'accord, parce que c'est ce cadre qui nous dirige. Mais derrière, j'aime à rappeler, et très très vite, et c'est ce que je fais ce soir, c'est qu'on attend des professeurs d'EPS qui soient vraiment des concepteurs. Et ça, c'est vraiment un terme qu'il faut retenir, parce que c'est vraiment ce qu'on attend, c'est-à-dire des réponses suffisamment singulières pour qu'elles aient du sens dans les environnements dans lesquels nos professeurs d'EPS travaillent. Alors, s'agissant de la conception de l'enseignement, il y a effectivement l'idée de savoir si notre discipline d'enseignement, qui est la seule présente sur l'intégralité des parcours de formation de nos élèves, jusqu'aux épreuves du baccalauréat, quel qu'il soit, doit-elle, peut-elle et veut-elle répondre à cette exigence institutionnelle? Alors doit-elle? Oui, je viens de le dire parce qu'il y a un cadre qui s'impose à tous. Peut-elle? Ça commence déjà peut-être à se complexifier un peu, hein, c'est-à-dire parce que face à l'hétérogénéité plurielle auquel sont confrontés les enseignants, pouvoir le faire, c'est un vrai sujet. Enfin, du coup, le dernier verbe d'action, vouloir le faire, on ne l'a pas toujours. Voilà, on a parfois une forme, je vais être un peu direct, hein, mais de confort qui fait qu'on va mettre en œuvre un enseignement et le même pour tout le monde, hein, sans avoir finalement à affiner l'analyse suffisamment pour qu'on puisse avoir des réponses suffisamment singulières. Alors il y a un certain nombre de questions que l'on partage aussi avec la profession. Et la première que je trouve intéressante, c'est qui conçoit et comment. C'est-à-dire, est-ce que d'abord, est-ce que c'est un acte isolé? Et c'est souvent, malheureusement, un acte isolé, et pas qu'en EPS. Est-ce que c'est un acte collectif ou collaboratif? Pas assez. Voilà. Malgré le fait que l'EPS est quand même dans une culture du travail d'équipe, mais là, je parle vraiment d'un travail d'équipe partagé sur la conception de l'enseignement, hein, c'est-à-dire les choix didactiques, les choix pédagogiques qui sont partagés, hiérarchisés, choisis. Ensuite, qui conçoit, c'est-à-dire est-ce que c'est un homme, des hommes, une femme, des femmes, une équipe mixte? C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que désormais, alors que ça ne l'était pas il y a encore quelques années, puisque le mouvement lui-même amenait la mixité des équipes enseignantes en EPS, c'est plus le cas. Donc c'est vrai que dans l'Académie de Versailles, on a des équipes EPS masculines, totalement masculines, et des équipes d'EPS totalement féminines. Et on voit des différences. D'accord ? C'est pas la même EPS qui est conçue et opérationnalisée. Donc là, il faut en avoir conscience. Donc dans les déclinaisons classiques, c'est-à-dire les choix politiques au sens noble du terme qui sont instaurés dans les établissements, eh bien ça dépend
effectivement de ces éléments de contexte. Homme, femme, acte isolé, et c'est malheureusement souvent un acte isolé, ou un acte collectif. Partant du postulat, là aussi, qu'on est quand même plus intelligent à plusieurs que seul, et que voilà, être dans la controverse, être dans les dilemmes, les paradoxes, ça peut être très intéressant. Ensuite arrive très très vite la question du pour qui. Voilà, pour qui conçoit-on, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de concevoir quelque chose, une action pour un élève générique ou un élève singulier? Loïc insistait sur la singularité, ben oui, voilà, ça reste un vrai sujet. Et le type sexuel, voilà, garçon-fille, est-ce que c'est une variable à part entière ou est-ce que c'est entièrement à part? Alors, pour la majorité des collègues, c'est un élément parmi d'autres, en fait. Voilà. Et c'est peut-être aussi bien comme ça. Mais on s'intéresse quand même aux singularités, voilà, aux atouts, aux besoins de nos élèves. Et on va aussi souvent questionner leur motivation, leur représentation d'un corps agissant. Et donc ça fait la transition vers la troisième question, qui est très ouverte, on pourrait faire des heures aussi sur ce sujet-là, mais de quel corps parle-t-on? Et là, volontairement, j'ai essayé de résumer un peu ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent sur les territoires, c'est-à-dire qu'on est souvent en train de parler d'un corps performant, voilà, plus vite, plus fort, plus haut, et de plus en plus, et tant mieux, on parle aussi d'un corps qui ressent, c'est-à-dire un corps lié à un certain nombre de sensations, un corps qui prend davantage de temps, voilà, pour comprendre les choses et pour ensuite les infléchir. Mais ce que sous-tend mon propos, c'est que là, il faut se poser la question des deux côtés, c'est-à-dire du côté des enseignants, voilà, qui sont-ils? Alors on a toute la jeunesse là, et c'est très bien, qu'il y ait des gens avec un peu plus d'expérience. Ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, ils ont vécu 5-6 EPS différentes. Voilà. Et de fait, ils sont aussi, vous voyez, dans une logique où ils ont plutôt réussi leur parcours scolaire. Derrière, souvent, ils ont une culture sportive qui est assez bien installée, qui les amène à encadrer, qui les amène à animer. Donc, ils peuvent avoir une représentation du corps qui est vraiment en décalage complet avec ce que peuvent être et ce que sont nos élèves et l'hétérogénéité plurielle qui caractérise nos groupes classes, quels qu'ils soient. Et puis, du côté des élèves, voilà, qu'est-ce qu'un corps agissant, voilà, pour un petit élève de 6e, pour un élève de seconde, pour un élève de terminale, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon. Donc, voilà, certainement dépasser des représentations initiales, pour mieux les questionner, et puis là aussi essayer d'aller vers une égalité de traitement, une diversité de traitement qui va amener, on peut l'espérer, une équité de traitement. Une fois qu'on a pensé l'objet, il convient évidemment après de l'opérationnaliser, donc au quotidien. Et là aussi, il y a, à mon sens, plusieurs éléments, il y en avait d'autres, mais voilà, j'ai choisi en tout cas de mettre en exergue ceci. C'est le statut de l'élève apprenant. Donc là aussi, je suis sur quelque chose d'assez binaire, mais qui parle plutôt à la profession quand on aborde ces sujets-là avec eux. C'est-à-dire, est-ce que c'est un exécutant de tâches? Donc en gros, je pilote et puis vous avez qu'à exécuter. Ou est-ce qu'on fait de nos élèves vraiment des auteurs et des acteurs libres de leurs actes? Donc ça, j'ai repris ça à Thierry Tribala, parce que voilà, cette formule, je la trouve assez intéressante. La question de la dévolution, la question de donner d'autres statuts à nos élèves face aux apprentissages. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2020, on a quand même beaucoup de leçons qui sont encore voilà, sur une vision assez technocentrée et cumulative de l'apprentissage. Voilà, il faudrait démarrer par le coup droit, puis le revers, puis après on va jouer latéralement, puis en profondeur. Bon, voilà. C'est des choses qu'il faudrait qu'on arrive à dépasser pour pouvoir voilà, proposer des environnements davantage liés à la résolution de problèmes,
en laissant aussi évidemment le temps dans une approche un peu spiralaire d'aborder les 3 dimensions qui sont très articulées, hein, le moteur, le méthodologique et le social. Alors pourquoi j'ai remis une nouvelle fois promouvoir les buts de maîtrise et de performance? Parce que là aussi c'est quelque chose qui parle assez bien à la profession et à ses acteurs, hein, et avec les clichés qui vont un petit peu derrière, sur lesquels je ne reviens pas parce que voilà, Loïc l'a très bien fait, hein, mais on a plutôt voilà, des filles qui vont être sur des buts de maîtrise face aux tâches qui sont proposées, alors que les garçons vont plutôt rechercher à être meilleurs, à être plus forts, à gagner, etc. Alors évidemment, il y a les contre-exemples partout, hein, et tant mieux, mais ça reste quand même un sujet. Et donc derrière, on peut se questionner sur les formes de groupement qu'on adopte au sein des enseignements et les interactions induites. Donc en ce moment, il y a vraiment beaucoup de travaux autour des compétences socio-comportementales et je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Et vous voyez, c'est en lien avec l'évolution actuelle du système aussi, hein, sur la question de l'oralité, sur la question de la prise de parole, sur la question d'un esprit critique. En fait, voilà, faire de nos élèves des auteurs et des acteurs libres, hein, c'est-à-dire éviter le formatage, mais permettre à l'individu d'exister par ce qu'il est. Voilà, ses qualités, ses défauts, ses envies, ses motivations, ses représentations. Et là, à mon sens, on a un vrai travail alors, qui est plutôt engagé, hein. Après, le seul petit écueil qu'il convient, à mon avis, de mentionner, c'est que pour l'instant, c'est encore trop cloisonné. C'est-à-dire que ça deviendra vertueux et vraiment intéressant si on articule les choses entre le moteur, le méthodologique et le social. Là, c'est encore trop, parfois, voilà, on les met dans une posture d'observation ou de coaching, mais on ne s'est pas posé la question de est-ce qu'ils sont formés à le faire, est-ce qu'ils sont en capacité de le faire, et puis comment le faire, et puis derrière, pourquoi faire, hein, avec ces indicateurs. Donc là, il y a un vrai travail qui est pour moi mais fondamental, c'est-à-dire que si on n'en fait pas des badistes de haut niveau, et c'est pas l'enjeu de notre discipline, mais si au moins on les a habitués, vous voyez, à prendre de l'information, à traiter de l'information, à faire évoluer un comportement, et être capable après, à travers quelques indicateurs, de révéler justement un gap franchi, enfin un progrès franchi, ça ne pourrait être que positif. Et puis le dernier élément, la définition même des objets d'enseignement, hein, des formes de pratique choisies et de la temporalité des actions de formation. Alors pourquoi j'évoque cela? C'est parce que c'est intimement lié aussi à l'actualité. Et là, je fais mention vraiment à la fois la réforme de la scolarité obligatoire, hein, qui nous a amené à repenser la discipline d'enseignement au service du socle commun, étant le métaprogramme, hein, c'est-à-dire rentrer par ces registres de compétences, faire des choix sur les éléments signifiants, hein, et puis finalement, derrière, ce qui est assez complexe, hein, aussi pour la profession, arriver à diagnostiquer pour hiérarchiser et choisir. On a une profession qui a du mal à hiérarchiser et choisir. Donc il veut tout traiter tout le temps. Et parce qu'on traite tout le temps, on ne traite rien. Donc c'est un vrai sujet. Et pourquoi je mentionne aussi l'évolution assez intéressante des textes lycées, c'est parce que, à mon sens, on redonne la main à l'enseignant concepteur. Vous connaissez un peu les dérives de l'EPS un peu au lycée, c'est-à-dire l'objet certificatif qui est devenu très très vite finalement l'objet d'enseignement, hein, avec tous les écueils, hein, qu'on connaît tous, hein, le 3 x 500 mètres depuis la seconde jusqu'à la terminale. Et là, c'est une vraie question justement par rapport à ce que sont les filles, ce que sont les garçons, et ce qu'on veut construire chez les filles et chez les garçons. Donc l'intérêt aussi de ces nouveaux textes, c'est d'ouvrir la possibilité d'être sur des formes de pratiques différentes, nouvelles, actualisées, et qui de fait ne s'imposent pas à tout le monde tout le temps de la même façon. D'accord ?
avec cette idée aussi qu'on puisse donner à un moment donné à l'élève le choix, aussi de choisir justement un environnement où il va pouvoir montrer sa compétence. Donc on est, vous voyez, dans des questions importantes qui doivent nous permettre encore de franchir une nouvelle étape. Troisième volet, celui de l'évaluation. Alors je vais d'abord être sur l'évaluation formatrice, formative, et je vous donnerai aussi plusieurs exemples sur la question de l'évaluation certificative. Alors là, j'ai repris des éléments qu'on utilise tous. Enfin voilà, l'inspecteur, l'inspection générale aussi a travaillé évidemment sur ce sujet. Et c'était intéressant de redéfinir ce qu'est l'évaluation, comme un élément consubstantiel au principe même, de toute façon, d'apprendre. Mais vous voyez, avec cette distinction, ou en tout cas cette non-distinction chez certains enseignants, entre évaluer, noter, valider, voilà, il y a parfois un mélange là des genres. Donc là, on prône vraiment l'idée d'une évaluation qui renseigne tous les élèves, tous les garçons et les filles, et qui mettent vraiment en valeur ce qui a été appris. Et vraiment, j'insiste sur plutôt les bosses que les creux, ce qu'on renvoie à l'élève, parce que souvent la profession a renvoyé plutôt l'idée qu'on mettait en avant ce que l'élève ne savait pas faire ou ce qu'il ne sait toujours pas faire, l'éternel débutant, l'éternel redoublant, alors que voilà, il faut raisonner autrement. Et c'est là où je pense qu'on a un profond respect, on doit avoir un profond respect de l'individu, donc de la fille, du garçon, dans quelque chose de beaucoup plus auto-référencé, entre un état initial et puis un état final, avec ce gap qu'on espère tous, grâce à votre action d'enseignement du quotidien. Donc c'est pour ça, voilà, je ne vais pas refaire la déclinaison, mais l'évaluation, elle ne doit pas être piégeante. Il ne s'agit pas de piéger nos garçons et nos filles. Il s'agit au contraire de mettre en valeur leur travail et les compétences construites avec le temps. Les différents contextes, je l'ai déjà évoqué. C'est très important qu'on propose différents contextes, parce qu'en le faisant, il y a de fortes chances qu'on rencontre tous les élèves. Voilà. Alors que si on est, vous voyez, dans un formatage où le basket c'est ça et rien d'autre, c'était la dérive que j'évoquais entre autres par l'objet certificatif qui devient objet d'enseignement. Là au moins vous pouvez désormais, parce que tout est cyclique, on a eu aussi des périodes où on pouvait le faire, mais ça revient comme tout. C'est quand même plus intéressant. Et puis d'y associer nos filles et nos garçons, c'est-à-dire avec des critères qui soient explicités et qui soient même par moments construits ou co-construits par les élèves. Vraiment les associer pour leur montrer que c'est important, c'est des indicateurs qui vont rendre compte de l'effectivité des apprentissages, là où ils en sont, pour les aider aussi à se projeter sur ce qu'il reste à construire. Et évidemment, essayer de faire attention au fait que ça soit contrôlable par les élèves. Alors là, je me suis amusé parce que maintenant j'ai un petit peu plus de 10 ans sur l'Académie de Versailles, donc je revois régulièrement, malgré tout, des équipes ou des professeurs, et je leur ressors, évidemment, les évaluations d'il y a 8 ans, 10 ans. C'est assez amusant, quand on était capable de formaliser en badminton, voilà, 4 entrées, 4 niveaux, inopérants au possible, et là on perdait tout le monde. On perdait le professeur, on perdait les élèves, etc. Donc c'est intéressant d'avoir des objets vraiment simples, fonctionnels, mais qui renseignent l'élève. Voilà. Et qui leur offrent des marges de manœuvre. Donc là, c'est assez intéressant aussi par rapport à ce qui se passe, y compris dans la réforme liée au lycée, c'est-à-dire la question du choix. Voilà, un élève qui, à un moment donné, est capable de se positionner et dire « moi, je veux être évalué voilà, dans ce contexte-là, de cette manière-là », y compris après sur la répartition des points sur les attendus de fin de lycée, par exemple. Alors, deux exemples
pour illustrer une réalité aussi, hein, parce que c'est important de le faire, la question de l'évaluation certificative. Alors j'ai pris 2 repères et j'ai posé la question voilà, d'une EPS équitable, hein, parce que c'est le postulat un peu de départ. Bon, j'ai pris évidemment l'académie que je connais le mieux, celle de Versailles, et vous avez ici les statistiques du rapport de la commission académique examen de l'année passée. Alors vous voyez que sur l'offre de formation, parce que tout à l'heure quand je disais qui conçoit, hein, des hommes, des femmes, sur Versailles on a eu des équipes masculines il y a quelques années où l'offre de formation était saturée de CP4 à l'époque. Et quand je vous dis saturée, c'est 75% du parcours de formation s'opérationnalisait en CP4. Et puis, là où il y avait, par exemple, que des femmes, on avait un pourcentage dans le CA3 ou dans le CP3 à l'époque qui était beaucoup plus élevé. Bon, voilà. Donc là, alors vous voyez là, en apparence, on a quelque chose qui est assez équilibré et qui se tient, hein, année après année. Mais quand on va creuser un petit peu plus vers les menus certificatifs, on a quand même 94% des menus qui contiennent une activité de la CP4. Voilà. Donc je lance juste le débat. Pourquoi et pourquoi on bascule pas sur d'autres champs d'apprentissage? Parce qu'on sait qu'une EPS équilibrée, c'est quand même une EPS qui va s'évertuer à faire passer tous les élèves par les 4 champs d'apprentissage au collège et les 5 champs d'apprentissage au lycée, et si possible d'une manière assez équilibrée, d'accord? Puisque toutes les expériences dans ces différents champs sont vertueuses, quoi. Enfin, il y a vraiment des choses à construire. Les chiffres, hein, sur les examens sont quand même assez marquants, hein. Vous voyez, la répartition des notes, par exemple, hein, obtiennent la moyenne ou plus. Donc 97% des élèves du bac général, 89 et quelques du bac techno et 86, hein, pour les bacs pro. Vous voyez, déjà, il y a un delta de 10. On est au-dessus des taux de réussite, hein, sur le bac. Et la proportion des notes inférieures à 10, elle est multipliée par 3,3 entre le bac général et le bac technologique, et par 4,4 entre le bac général et le bac pro. C'est des statistiques assez marquantes. Et quand on y ajoute qu'il apparaît beaucoup plus difficile pour une fille d'obtenir une note supérieure à 15 que pour un garçon, surtout dans les voies technologiques et professionnelles, c'est des éléments qu'on livre à la profession depuis 10 ans, mais ça ne change pas. Enfin, quand je dis 10 ans, Michel, c'est mon repère à moi. Mais toi, voilà, tu dirais, voilà, 19 ans, exactement. Et vous voyez, c'est dommage que la profession ne s'empare pas non plus de ces indicateurs qui sont quand même marquants, pour le coup, hein. Et un deuxième exemple, je me suis permis, Véronique, de prendre un des exemples du rapport de la CNE, à lire, évidemment. Et on peut faire la même chose, mais vous voyez, en prenant un autre filtre, celui des inaptitudes. Parce qu'on est quand même la seule discipline, en gros, où on peut se soustraire à un moment donné de l'enseignement. Et regardez les chiffres. Quel que soit l'examen, le taux d'inaptitude totale des jeunes filles est au moins 2 fois supérieur à celui des garçons. Voilà. Ça doit vraiment collectivement nous questionner, hein. Du coup, Véronique Eloi-Roux nous a demandé, et à juste titre, vous voyez, d'ajouter dans le rapport des recommandations, hein, parce que visiblement l'analyse n'est pas forcément faite par tout le monde. Et donc, vous voyez, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à traiter là, hein. La place des filles, enfin du public féminin, dans le curriculum de formation EPS. Et évidemment, là, on prend le point d'appui qui est le point final, puisque c'est celui de l'examen. Mais évidemment, ça doit nous questionner sur le curriculum de formation, hein, des 3 ans, du cycle 3, du cycle 4 et, puis, et du cycle terminal. D'accord ? Donc c'est pour ça que là aussi, je crois qu'on a... Les nouveaux textes nous permettent vraiment d'investir le sujet et peut-être d'arriver à infléchir les choses. J'espère que les chiffres, à un moment donné, nous satisferont. Hein, mais voilà, regardez en bac professionnel,
presque 9% des filles sont inaptes totales. Voilà, ça doit vraiment nous questionner, hein. En plus, vous savez que la statistique, elle est assez terrible pour les filles en bac pro. L'EPS, c'est la seule pratique physique qu'elles ont. Hein, donc si en plus, pour 74-15% d'entre elles. Alors, oui, 3 minutes. Je vous ai promis deux ressources. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Daniel Fabre, hein, qui est désormais en retraite, mais son labo voilà, fonctionne toujours, hein, et continue à chercher et rechercher. Et ça, c'est des points clés que j'utilise souvent parce que je les trouve très parlants, parce qu'ils arrivent à contextualiser les leviers et puis les éléments sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. C'est-à-dire qu'on gagnera aussi à considérer qu'à partir du moment où on place une fille ou un garçon en apprentissage, bah, c'est déstabilisant sur le plan cognitif et sur le plan affectif. La question de décontaminer l'erreur de la faute dans les apprentissages, c'est toujours une question. On a progressé, mais ça reste une question. C'est-à-dire permettre aux élèves d'essayer, de se tromper, de réessayer, de multiplier les tentatives et de ne pas être voilà, dans quelque chose où on leur tomberait dessus parce qu'ils n'arrivent pas à opérationnaliser les choses en 10 minutes, en 12 minutes. Donc c'est pour ça qu'aussi les curriculums désormais de formation de 3 ans doivent nous permettre de repenser la temporalité des apprentissages. Bon. Voilà, peut-être aussi insister sur la transmission des savoirs et la socialisation des élèves. C'est deux choses qui sont très articulées et qui sont vraiment très importantes. Et puis, Loïc le disait aussi tout à l'heure, l'émergence de l'humain, quoi. Favoriser l'émergence de l'humain, c'est-à-dire de chaque individu à sa place, légitime, et à nous de les accompagner au mieux dans notre système. Alors j'utilise aussi beaucoup ce dessin. Alors c'est issu des travaux de la faculté d'Harvard, hein, sur l'équité, mais ils ne travaillent pas sur l'EPS, ils ont tort, mais voilà, elle est assez marquante, en tout cas elle parle à la profession. Hein, quand de temps en temps on leur dit, mais voyez, vous concevez des leçons et puis vous l'appliquez à tout le monde de la même façon. Hein, donc on pourrait être dans le schéma de gauche, c'est-à-dire qu'on donne la même chose à tout le monde. Alors on voit bien qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Hein, ça ne fonctionne pas. Et puis de l'autre côté, on a une redistribution. Hein, voilà, réflexion sur une pédagogie différenciée, des diagnostics plus fins, une hiérarchisation des choses, et qui fait qu'à un moment donné, bah oui, certains élèves vont avoir davantage besoin de vous, d'autres un peu moins, mais voilà comment on traite ce sujet qui est un vrai sujet. Alors ce dessin, je l'adore parce que y a très peu de collègues en fait qui perçoivent que malgré tout, bah, ces 3 personnes de couleur, elles sont quand même en dehors du stade. Hein, donc voilà, l'équité là aussi de traitement, il y a encore vous voyez, une étape supplémentaire à franchir. Quelques perspectives là pour conclure. Alors évidemment, je suis plutôt d'un naturel optimiste, hein, parce qu'on ne choisit pas ses métiers par hasard, et de dire que voilà, il faut croire en la perfectibilité de notre système et puis de ses acteurs, hein, l'éducabilité voilà, des filles et des garçons. Et je me suis permis de remettre quelques éléments qui viennent en écho aux dernières études européennes aussi, hein, OCDE, PISA, qui montrent qu'en fait, une des faiblesses du système français, c'est que nos enseignants manquent d'empathie. Voilà, ça a été... bon, c'est livré comme ça, hein, mais c'est peut-être quand même une vraie question, c'est-à-dire l'image que l'on a de l'apprenant. Et dans le même temps, les études ont montré que nos enseignants n'avaient pas une très haute estime d'eux, et c'est dommage. Voilà, donc il y a sûrement un travail, et on s'est vertué à le faire, hein, dans l'accompagnement. J'ai mentionné tout à l'heure le travail collaboratif, j'y crois vraiment, donc pensez-y, hein, ne travaillez pas dans la conception seule. Et puis évidemment, ce sujet balaye l'actualité à travers la nécessité de lutter, voilà, contre les stéréotypes,
les discriminations, les préjugés qu'on peut porter consciemment, inconsciemment. Et donc ça reste, voilà, ça reste très marqué dans notre actualité. Voilà, merci. Merci de votre écoute.